Bonjour à tous et bienvenue dans Cul d'un clic pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Ker. Comment est-ce que ça va, mon cher Ker ? Ça va plutôt moyen, je suis souffrant mais je suis ravi de te retrouver mon cher Greg. Ker, c'est vraiment la dose bonne humeur, la dose un peu vacances. Ker, ce qui est assez génial, c'est que quand on regarde ses yeux, regardez ses yeux, vous allez avoir l'impression de voguer sur cette mer aux Antilles ou aux Caraïbes et de vous dire que vous avez peut-être le mal de mer. On enchaîne tout de suite avec le point pognon. Et pourtant, c'est la grande fête, mon cher Greg, parce que c'est la sortie de The Marvels. Et donc, c'est vraiment la fête. Youhou! Événement. N'hésitez pas à accélérer point la pognon. vidéo. Il y a un bouton sur le côté si vous voulez accélérer pour que ça prenne. Non, vous inquiétez pas, ça va aller. Et on va commencer par le point pognon, les amis, le point classique. Vous savez qu'il y a maintenant 2 points classiques, le point pognon, le point pigeon, qui suivra tout à l'heure, mais on va commencer par le point pognon pour vous dire que c'était la deuxième semaine de Friday Nights at Freddy's, l'adaptation du jeu vidéo au cinéma, et sa deuxième semaine d'exploitation aux US, et il a gardé la tête, il devance toujours Taylor Swift. C'est plutôt pas mal pour Five Nights at Freddy's, avec 113 millions de dollars récoltés aux US en moins de 2 semaines, en une dizaine de jours, et 215 millions à travers le monde pour un film qui a coûté beaucoup moins que ça. C'est une jolie affaire financière pour la compta. Notons quand même que le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, et un échec aux US, mais c'est pas très grave, c'est un beau succès critique, et en France le film a dépassé le 1 million d'entrées. Le nouveau film de Sofia Coppola, Priscilla, démarre extrêmement Est-ce doucement. que c'est une preuve, le fait que le film de Scorsese ait eu succès en France et pas aux États-Unis, est-ce que c'est une preuve de goût, tu crois ? Mais succès, le truc c'est qu'il a fait que 1 million d'entrées, donc c'est déjà il pas est mal. très loin. Oui, mais il est très loin de Shutter Island, par exemple, qui avait dépassé les 3 millions. Donc voilà, mais surtout, le grand événement de ce week-end, c'est qu'on aurait dû vous parler du box-office de Dune 2, puisque c'était la semaine où devait sortir Dune 2, et Dune 2, vous le savez, n'est pas sorti, a été repoussé à l'année 2024, et on en reparlera rapidement dans la vidéo, mais on en reparlera aussi plus tard. L'année 2024 risque d'être assez étonnante au cinéma, conséquence de la grève des scénaristes et surtout des acteurs, qui a provoqué donc des retards de tournage, qui a provoqué des retards aussi dans la promo et des films, et qui fait que beaucoup de films qui étaient prévus en 2024 sautent et sont repoussés à 2025. Greg, on avait déjà parlé la semaine dernière, notamment pour Mission Impossible, la deuxième partie de Dead Reckoning, qui ne s'appellera plus Dead Reckoning, sortira en 2025. Et je peux aller d'ores et déjà le dire, c'était une de mes news de l'émission, mais il y a un des 2 Pixar qui devait sortir en 2024, qui est Elio. Et lui a été repoussé de plus d'1 an, il devait sortir en mars 2024, il sortira finalement en juin 2025. Du côté de Pixar, on n'aura que la sortie de Vice Versa 2 en juin. Voilà, et c'est à peu près tout pour le point pognon. Il est calme là en ce moment. Il est calme, je l'ai dit, parce que bien évidemment, c'était Dune 2 qui devait être le film du moment, et se frotter à The Marvels qui sort là, et qui sera donc dans notre prochaine vidéo news. On parlera du démarrage de The Marvels. À toi, mon cher Greg, pour ta première news. Déjà, mon cher Ker, un truc, c'est que tu le sais, on est très proches. Si jamais il m'arrivait un truc à mon oraison funèbre, je ne veux pas que ce soit toi qui fasse le discours comme ça, parce que déjà que les gens ils vont pas savoir trop quelle est l'ambiance. Si tu parles comme ça, alors voilà, il avait vécu une vie, parlons un peu du point pognon. J'ai de la fièvre, t'es pas gentil. Et du coup, la dernière fois j'étais malade, tu n'as eu aucune pitié. Du coup, oui, rigole de ton manque d'émotion. Du coup, passons à la news qui pour moi est la news majeure de la semaine. Pourquoi ? Parce qu'elle me fait changer un petit peu d'avis sur des choses. La vie. C'est Jon Stewart. Certains le connaissent peut-être en tant qu'animateur de talk show américain. Eh bien, Jon Stewart a une émission
qui s'appelle The Problem, donc le problème, et qui était diffusé sur Apple TV+. Et bien pourquoi j'ai mis le passé, c'est tout simplement parce que Apple a dit c'est fini. Et pourquoi c'est fini? Et ça, c'est ce qui est intéressant, mon cher Kerr. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de cette news avant. Mais du coup, donc Jon Stewart, il a une émission où en fait, il va dans le détail d'un sujet, il le décortique, et puis justement, il dit un petit peu quel est le problème. Et visiblement, en fait, il voulait faire un sujet sur l'IA et un sujet sur la Chine. Et Apple a dit, mais il faut... Alors, le Hollywood Reporter dit que Apple lui a dit qu'il fallait que à la fois Jon Stewart et Apple soient alignés sur les sujets et la manière de les traiter. Et visiblement, comme Jon Stewart a dit non, je veux une liberté éditoriale totale, Apple lui a dit, très bien, tu l'auras, mais tout seul, on annule ton émission. Et alors, le truc, c'est que ça nous rappelle évidemment qu'autour de la Chine, il y a toujours des sujets un petit peu de censure régulièrement, d'autocensure, parce que j'ai envie de dire, je ne sais pas de quelle couleur est le billet vert chinois. Est-ce que ça peut pas être le billet rouge? Mais je ne sais pas si toi, tu connais la couleur de la monnaie chinoise, mon cher Kerr. Mais au final, c'est un rappel, hein, les streamers, les chaînes de télé, les médias, tout ça, il y a des enjeux financiers et puis du coup, certes, ce n'est plus la censure comme avant où ils appuyaient sur un bouton en disant attention, on a vu un bout de quelqu'un dénudé où il a dit quelque chose qui va pas dans la bien-pensance. Là, en fait, c'est juste le pognon qui fait un peu de la censure. Je n'attendais pas ça d'Apple TV. Pourquoi ? Parce que Apple TV, c'est les séries qualitatives en ce moment, etc. Mais voilà, c'est quali, mais il ne faut pas parler des IA et il ne faut pas parler de la Chine, sinon, pampan, annulation. T'en penses quoi, Kerr ? Non, mais là-dessus, mon cher Greg, je te rejoins. Je suis assez étonné. Et on va passer à la news suivante, les amis, avec le fameux point pigeon. Et pour ça, on a un jingle. C'est parti. Magnifique. Ça, c'est un pigeon de Camargue. Je le reconnais à son ululement. Je ne pense pas qu'on dit ululement pour un pigeon. Alors, le point pigeon de la semaine, je suis bien embêté parce que vous savez, le point pigeon, c'est quand les consommateurs, alias nous, sommes pris pour des idiots, par notamment les plateformes qui augmentent traditionnellement leurs tarifs chaque semaine. Sauf que là, pas de bol cette semaine, il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs. Il y en a eu beaucoup la semaine dernière. Et là, un peu piégé, j'ai décidé d'élargir le point pigeon à de la communication. Ça marche bien aussi, ça. On se fait souvent pigeonner par la communication. Et puisque The Marvels est sorti, vous avez pu sûrement découvrir, étonné, qu'il n'y avait aucune critique du film avant sa sortie. Eh ben oui, il y a eu des avant-premières apparemment presse la veille de la sortie. Et la possibilité pour la presse de donner son avis sur le film The Marvels seulement juste avant les premières séances. Général, alors c'est pas la première fois, donc voilà, il n'y a pas non plus scandale. Ceci étant dit, c'est peu commun. C'est très étonnant pour un film de super-héros. Il y a des éléments qui peuvent l'expliquer, notamment le fait que l'avant-première, avec tout le casting, a été annulée à cause de la grève des acteurs, puisque les acteurs ne peuvent pas être présents sur les avant-premières, donc forcément ça aidait pas Disney. Mais généralement, quand on fait ça, voilà, ça sent pas très bon. Donc maintenant que le film est sorti, vous avez la réponse et vous pouvez voir un petit peu les différentes critiques. Sont-elles bonnes, sont-elles négatives ? Nous découvrirons ça. Toujours est-il que la veille de la sortie de The Marvels, donc le mardi, le 7, il y a eu un petit trailer, le trailer final qui est sorti. C'est là que je trouve qu'il y a un peu de point pigeon. Pourquoi ? Parce que si on regarde ce trailer de 2 minutes, on commence avec les 20 premières secondes sur des événements qui se sont déroulés dans Endgame, avec la présence à l'écran notamment d'Iron Man, de Captain America, et on continue sur The Marvels pour montrer qu'il y a une continuité. Les personnes qui sont pas attentives ou qui regardent le trailer un peu à la va-vite, il y a des personnes qui peuvent penser que Robert Downey Jr. ou Chris Evans sont dans le film, et les autres peuvent imaginer que l'histoire de The Marvels est dans la continuité d'Endgame,
telle une suite directe. Et j'ai trouvé que le procédé était un peu fourbe, d'autant plus que le vrai cœur de l'histoire de The Marvels, qu'on voit dans le premier trailer avec les changements de peau, et qu'on voit aussi dans Miss Marvel, c'est-à-dire que Captain Marvel devient Miss Marvel, etc., vous le verrez dans le film, ça. Et ben tout ça est complètement disparaît complètement de ce trailer qui veut montrer vraiment que le film est un film important, relié au reste du MCU et à ses heures de gloire, en l'occurrence Infinity War et Endgame. Et dans ce trailer, vous avez peut-être pu remarquer quelque chose, parce que c'était assez facile à voir. C'était la présence de Tessa Thompson qui reprend son rôle de Valkyrie. Donc elle a quitté la Norvège, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être que les personnages viendront dans le nouvel Asgard. Tessa Thompson, ça n'est pas une surprise de la voir dans le film, puisque la réalisatrice Nia DaCosta, donc de The Marvels, son actrice fétiche, c'est Tessa Thompson, avec laquelle elle avait réalisé un de ses premiers films qui était Little Woods, qui était d'ailleurs très chouette. Et elle sera l'héroïne de son prochain film, qui est actuellement en cours de tournage, qui s'appelle Eda. Donc il y a un lien entre les deux, entre la réalisatrice et l'actrice. Et du coup, bah voilà, elle vient dans le premier blockbuster de Nia DaCosta. Il y aura probablement une autre vidéo sur la chaîne où on parlera de Nia DaCosta et des différentes révélations de Variety récentes. Donc voilà, le trailer, moi je l'ai trouvé un peu fourbe quand même. Voilà. T'en penses quoi, mon cher Greg ? Eh ben, mon cher Kerr, moi j'en ai pensé plusieurs choses. La première, c'est que je pense que donc, le film est très court. Il est encore une fois un des plus gros budgets de l'histoire du MCU, ce que je ne comprends toujours pas. Les images qu'on voit dans les trailers ont l'air toujours aussi cheap, et on a l'impression qu'ils ont tellement peu d'images à montrer que si vous regardez le trailer en faisant un petit peu attention des pauses, vous allez voir qu'on voit carrément, j'ai l'impression que c'est la scène finale où la méchante est tuée. Ce qui est un petit peu cocasse de montrer ce qui potentiellement est la fin du film dans le trailer. C'est très étrange. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la communication, c'est devenu complètement what the fuck. C'est-à-dire que, bon, on le sait, hein, le film, il y a des précommandes qui sont abyssales. Beaucoup de gens annoncent que le film va être un des plus gros bits de l'histoire du MCU. Il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne qui en parle. Pardon ? Il y a une vidéo sur la chaîne qui en parle. Oui, tout à fait, mon cher K. Et du coup, la communication, elle est en roue libre. La question, c'est comment aller toucher du public. Donc là, maintenant, la nouvelle communication sur The Marvels, c'est des chats. Voilà, les Fairclan ou je sais pas quoi, etc. Donc, je me suis demandé si quelqu'un du côté de la communication du MCU s'est dit... En fait, il y a des filles. Qu'est-ce qu'elles aiment, les filles ? Elles aiment les chats. On va faire des posters avec des chats. Et du coup, je me dis, mais ils sont perdus, quoi. Si le but maintenant pour aller voir un film du MCU, c'est de nous montrer qu'il y a des chats dans un film qui est censé être sur 3 filles qui vont péter l'univers. Enfin. Mais qu'est-ce que c'est que cette communication, en fait ? Et c'est même pas un truc décalé. Et là, on vous en a montré un, mais il y en a plein avec des chats. C'est trop chelou. Je suis sûr qu'il y a plusieurs posters, non pas un, mais plusieurs posters officiels, certains qui ont même été designés, tu sais, avec les visages comme ça, etc., qui ont été envoyés par la communication de Marvel. Ça, c'est mon deuxième point. Et du coup, mon troisième point, c'est que donc nous n'avons pas encore vu le film, et donc c'est peut-être vous dans les commentaires qui allez pouvoir nous le dire en premier. Et en fait, j'ai l'impression que ce film, c'est le syndrome Justice League. C'est-à-dire qu'il y a un Justice League est arrivé, la version non Zack Snyder est arrivée, il faisait 1h30, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le film est hyper nul, il y a pas d'enjeu. J'ai l'impression que ce film, qui pourtant un des plus gros budgets de l'histoire du MCU, mais qui fait qu'1h30, tout le monde dans les premières previews ont l'air de se dire un petit peu what the fuck. Et du coup, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que c'est un film qui a subi une très, 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 très forte main lourde du cut. Et ça veut dire que ça sent pas bon, quoi. Est-ce qu'on aura
une Zack Snyder cut de The Marvels, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas travaillé. Tu sais, il y a un truc qui est intéressant, mon cher Greg, c'est que la réalisatrice a expliqué pourquoi le film était le plus court du MCU, donc 1h45. Elle a dit que ça c'était volontaire de sa part, donc on a du mal à y croire, bien évidemment. Parce qu'en fait, elle voulait prendre de l'argent dans sa poche. Voilà, non, pas du tout, mais elle a dit que... Alors, on peut bien évidemment imaginer qu'il y a eu plein de cuts, puisque une des... Bon, je tease un peu sur la vidéo sur Variety notamment, mais elle s'est défendue en expliquant que il y avait eu tellement de remontage que ça lui a fait, ça l'obligeait à repousser le tournage de son prochain film sur lequel elle était engagée contractuellement. Donc ça, il y aura plus d'explications dans une prochaine vidéo. Donc il y a eu des remontages en veux-tu en voilà, mais elle, ce qu'elle a dit, c'était que les 1h45, c'était son souhait, parce qu'elle voulait qu'il n'y ait pas des longueurs inutiles, et qu'elle voulait que le film soit très rythmé, et très fun et très rythmé. Et ça tombe, on peut avoir une bonne surprise avec The Marvels, où en partant du postulat des trois qui changent de corps, etc., le film est ultra péchu, et voilà, moi je tire pas sur l'ambulance de Marvels là maintenant. Est-ce que tu vas aller le voir ? Qui m'embête. Tu tires pas sur l'ambulance, mais du coup, est-ce que tu vas aller le voir ? On en a déjà parlé dans la vidéo sur les échecs évidents que sont Loki et The Marvels. Moi, ce qui m'embête dans l'histoire de The Marvels, c'est justement ce truc elle se téléporte. Quand il y en a une, on le voit dans la fin de Miss Marvel. Miss Marvel disparaît, puis c'est Captain Marvel qui arrive là, elle sait pas pourquoi. Cette idée-là me plaît pas trop. Par contre, le premier trailer, même si c'était centré là-dessus, était très péchu et donnait un peu envie. Mais à la question, est-ce que je vais aller le voir ? Honnêtement, j'avais envie d'aller le voir. Là, le fait que y ait pas de projection avant. Et un trailer que je trouve vraiment piège, ça m'agace un peu là. Là, et comme il y a des antécédents avec des séries du MCU qui me plaisent pas, des films rien ne va dans le bon sens à mon avis. J'ai l'impression que tu tires un petit peu sur une ambulance, mais c'est mon avis. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Par contre, est-ce que du coup je peux te faire réagir sur une image, mon cher Kerr ? Laisse-moi finir. Mais, attends. Juste, je t'invite à réagir sur l'image et après tu vas pouvoir conclure. Peut-être que ça va te faire changer ta conclusion. Je la vois pas l'image. Regardons ensemble cette image, ma chère Daniel, si tu peux la mettre. Eh bien, cette image que tu peux voir, mon cher Kerr, est-ce que c'est pas les costumes les plus cheap qu'on ait vus dans l'histoire du MCU cinéma ? Et si ça, c'est une image de promotion, mais c'est qu'une image. Mais c'est une image. Non, moi ça me choque pas plus que ça. Mais il y a quand même moins classe que beaucoup de cosplays sur Internet. Il y a des trucs qui m'étonnent un peu dans la communication. Tu disais qu'elle était en roue libre avec les chats, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a un truc qui moi me choque encore plus, c'est que dans le dernier trailer, en faisant le lien avec Iron Man, en faisant le lien avec Captain America, etc. Et en mettant autant en avant Nick Fury. On voit quasiment pas Miss Marvel du trailer. Elle apparaît seulement dans les dernières secondes du trailer. Spectrum, on la voit un peu plus. Bon, Captain Marvel un peu plus aussi. Mais j'ai l'impression vraiment que ce film qui est centré sur 3 super-héroïnes, c'est très bien. Là, dans ce trailer, vraiment, on les met en retrait pour montrer au public que, vous avez vu, c'est un film Marvel, on a fait Endgame. Endgame, vous êtes allé le voir, s'il vous plaît, déplacez-vous. Et je trouve pas ça honnête. Et le film est pas sorti, laissons-lui sa chance et on verra bien. Et toi, mon cher Greg, le fait que justement les 20 premières secondes d'un trailer de 2 minutes soient sur des images qui sont même pas The Marvels pour nous rappeler Iron Man, est-ce que tu trouves ça réglo ? La question c'est, est-ce que c'est réglo ou est-ce que c'est de la bonne artifice de communication ? Ça dépend de quel côté de la barrière tu te places. Par exemple, je trouve que ce n'est pas du tout un hasard si une image est sortie d'une scène coupée de Thanos cette semaine. C'est pour qu'il y ait dans l'actualité, il y a carrément des personnes qui avaient repris nous revoyons Thanos. Et plein de gens pensaient que c'était donc dans Thanos, c'était dans The Marvels. Donc en fait, ils essayent effectivement de dire vous avez aimé les films d'avant, celui-là c'est la même chose, sauf que là ça devient un peu trompeur. Mais heureusement que tu es là pour que le juste message soit passé. Hein. On n'a pas le chevalier peut-être qu'on voulait, mais on a le chevalier qu'on mérite.
C'est le point pigeon. Ouais. Tu sais que je l'ai revu il y a pas longtemps, cette scène, elle est géniale. Voilà, ceux qui ont la ref, c'est cool, dites-le dans les commentaires. À toi, mon cher Greg, pour la prochaine news. J'ai l'impression de l'avoir un petit peu fait avec toi, la news précédente, mais c'est avec plaisir que je reprends le flambeau que tu me donnes. C'est le SAG-AFTRA, vous savez, cette toujours en cours grève des acteurs. Il y a quelques informations qui sont un peu ressorties, et visiblement, une des choses qui bloque le plus, c'est évidemment toutes les questions autour des IA et du fait de scanner les corps. Mais depuis le début, avec CARE, on dit c'est surtout le cœur du problème, c'est surtout la masse de tous ces acteurs qui touchent à peine le SMIC et qui du coup sont des figurants et qui évidemment ne veulent pas être scannés une fois pour ne plus avoir de travail après. Il y a effectivement une deuxième force qui bloque, c'est les acteurs qui sont pétés de thunes et qui eux aussi mettent la pression. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les acteurs qui touchent plus de 60 000 $ par film et plus de 32 000 $ par épisode de télé, donc globalement, on est sur des gens qui, au moins une fois, vont avoir de quoi s'acheter une voiture neuve. Et cette catégorie d'acteurs est aussi en train de monter au créneau et de bloquer particulièrement toutes les négociations, tout simplement parce que visiblement les studios veulent que s'ils participent à un film et qu'ils sont scannés, il puisse y avoir une réutilisation sans fin. C'est-à-dire que, admettons que CARE soit un acteur payé 32 000 $ par épisode dans lequel il va jouer dans Brooklyn Nine-Nine, pour lui faire plaisir. Le truc, c'est que... Série qui est terminée. Donc là, ça me fait doublement plaisir. Il y aura un parce que je joue dans la série et elle revient. Il y aura Brooklyn Nine-Nine Reunion, tu le verras un jour. Et donc, le truc, c'est que, du coup, CARE, s'il participe à ce tournage, et qu'il accepte d'être scanné pour une scène à effets spéciaux, que sais-je, à chaque fois qu'il voudrait refaire des épisodes avec CARE, il n'aurait même plus besoin de l'appeler, puisqu'il aurait été scanné une fois. Et évidemment, les acteurs disent pop, et ils sont où mes 32 000 $ par épisode ? Non mais attends, je comprends pas où est le problème. Heureusement qu'ils sont contre ça. Mais qui gagnent beaucoup d'argent, alors que les personnes les plus connues. Mais j'ai pas dit qu'ils c'était mal qu'ils soient contre le fait sur lequel scanné. Non, mais ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils portent un film sur leurs épaules. Mais j'ai pas dit que c'était mal qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Sur leurs épaules. Non, mais d'accord. Mais que ce soit des mecs. Mais j'ai pas dit que ce soit. Non. Mais je vais pas réussir à parler. Non, mais que ce soit des personnes bien payées ou des personnes qui sont payées une misère, le fait de scanner et de réutiliser leur apparence sans leur comme ça librement, c'est un scandale. Leur salaire rentre pas du tout en compte. Et tu sais qu'il y a un truc qui est marrant, c'est que George Clooney et une partie des acteurs justement très bien payés à Hollywood et surtout qui pèsent le plus ont proposé pour que la grève trouve une porte de sortie, de payer une cotisation ou faire un don, je ne sais plus, majeur à la SAG-AFTRA. Et le syndicat a refusé, les a remerciés, mais a refusé parce qu'ils ont dit que c'était pas eux de payer. Et alors là, sur la grève, le truc qui est intéressant, c'est que tu as parlé que ça bloquait sur les IA et le côté scan, mais sur les autres points, c'est en train de se régler, au point où, peut-être au moment où la vidéo sort, la grève a pris fin. Là, on parle de plus en plus d'une sortie de grève, ce qui est étonnant, puisqu'il y a encore, comme tu le disais dans la précédente vidéo, il y avait vraiment blocage, et moi j'avais rajouté que dans les rumeurs, c'était que ça soit reporté au début 2024 pour la fin des pour réagir à ta réaction sur ma réaction, en fait le truc c'est que c'est incroyablement choquant, c'est-à-dire que là les studios bloquent en disant on ne paiera pas pour la réutilisation de scan, ce qui sous-entendrait qu'en gros tu fais une journée de travail et ils te payent une journée, mais ils t'utilisent pour l'éternité. Il y a un truc qui cloche dans cet échange numéraire. Donc ça, c'est pour réagir par rapport à ta réaction. Mais du coup, le truc, est-ce que je peux réagir sur... Attends, j'aimerais réagir à ma réaction de ta réaction. Putain, mais c'est une mise en abîme, le truc, on est dans Inception. Est-ce que tu peux faire tourner une toupie devant toi pour savoir si oui ou non on est dans la réalité ou pas ? J'ai la toupie dans les mains. C'est la toupie Inception.
On est dans la réalité, elle s'arrête. Je le montre bien aux gens. Elle est arrêtée. Voilà, c'est ici. Donc non, le truc qui moi m'étonne beaucoup, Greg, sur la grève des acteurs, c'est la dureté des studios à ne rien céder. C'est-à-dire que sur les scénaristes, ils ont cédé relativement vite. Sur les acteurs, rien du tout. La grève des scénaristes est finie quand même. Elle a trouvé une issue. Imagine 2 secondes que là, on est en train de parler d'économie, mais colossale. Et en fait, je pense que eux, les studios, savent exactement combien de centaines de millions, et je pense qu'on peut parler en milliards, de dollars seraient économisés sur 5 ans, sur 10 ans, de ne plus avoir à payer les acteurs. C'est intersidéral. Mais je pense que si on ne paye plus personne, il y a beaucoup de boîtes qui, en effet, vont faire des économies. Imagine, on enlève le salaire de tout le monde. Ce serait une économie colossale. Mais le truc, ça fonctionne pas, ça, et tant mieux. En tout cas, et je suis sidéré de voir le bras de fer des studios qui, en plus, passent du coup pour les grands méchants parce que ils s'en prennent à ceux qui sont les stars. C'est-à-dire les scénaristes, la Aaron Sorkin et compagnie, ils sont en grève. Je veux dire, le grand public s'en fout. T'as George Clooney qui va manifester ou Scarlett Johansson, ça a beaucoup plus d'écho qu'un scénariste. Et pourtant, ils ne cèdent rien sur l'IA, ils ne cèdent rien sur les scans, ce qui prouve bien quand même. Et là, je rejoins ton propos, c'est que les studios, ils ont vraiment un plan, je pense, pour faire des économies sur les acteurs, et ils ne veulent rien céder là-dessus. Ah bah, je pense que c'est un plan sur le long terme. Souviens-toi, alors je suis pas dans les petits papiers des studios, on n'a pas fait leur poubelle pour vérifier ça, mais la première vidéo qu'on avait fait sur les IA, elle date d'il y a 2 ans. Et il y avait déjà les prémices. En fait, c'était à l'époque, c'était sur le deepfake. Il y avait déjà les prémices et le débat sur le fait de prendre un acteur pour jouer le rôle avec un visage d'un autre acteur. Et j'ai envie de dire, on parlait de The Marvel, le de-aging qu'il y a eu dans le premier film Marvel de Captain Marvel, le fait que du coup on ait un acteur en la personne de Samuel L. Jackson, qui joue lui-même beaucoup plus jeune, faisait qu'il y a eu tout de suite un débat sur est-ce que ça veut dire que les acteurs plus vieux vont continuer à jouer des rôles de mecs de 20 ans. Et au final, c'est pas aujourd'hui qu'ils sont en train de découvrir les économies qu'ils peuvent faire. Ça fait du coup 2 ans, 3 ans, et puis ça n'a pas beaucoup buzzé en France, mais ça a beaucoup buzzé aux États-Unis. Mais tu as des comptes, je crois que c'est TikTok, Instagram, etc., où tu as des mecs qui font... C'est Tom Cruise, et c'est un mec qui a pris le visage de Tom Cruise et qui le fait en deepfake et qui fait des milliers de conneries. Et en fait, ça, c'est vraiment encore plus installé chez eux que chez nous. Et donc, j'ai envie de dire, ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils ont des plans. Évidemment, il n'y aurait pas eu la grève, j'ai envie de dire, ils auraient avancé tranquillement. Hein. Et donc pour un peu finaliser sur ce sujet, effectivement, la grève pourrait s'arrêter du soir au lendemain. Il suffit juste que les studios disent « Ok, c'est bon, on a compris, c'est pas grave ». Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ils vont tenir. Et pour le coup, moi, je pense que quel est l'intérêt des spectateurs ? Parce que tu ne touches pas 32 000 $ par épisode, et moi non plus. Mais Daniel, c'est un autre débat. Mais le truc, c'est que la finalité, c'est que nous, en tant que spectateurs, là, ce qu'on y perdrait, c'est du coup d'avoir que des personnes complètement déshumanisées, des IA qui courent dans tous les... Enfin, qui n'ont plus les expressions faciales. Pour l'instant, reprenons le... Je vous invite à revoir la vidéo qu'on a fait récemment sur l'IA... danger pour le cinéma. Mais reprenons le de-aging de Samuel L. Jackson. Du coup, il a 1000 fois moins d'expression faciale. Reprenons Indiana Jones, 1000 fois moins d'expression faciale pour Harrison Ford. Et là, je prends du de-aging qui n'est pas les mêmes technologies. Et donc, qui reste en grève. Hein. Moi, je trouve pas ça un problème. Et encore une fois, on en avait parlé dans la vidéo, une des dernières vidéos news. Ce qui est encore moins un problème, c'est que nous, là, en vrai, on a des milliers de trucs à regarder sur toutes les plateformes de stream. Donc la grève, on n'est pas trop en train de la subir, quoi. Voilà. Non, mais elle va arriver après. Bon, news suivante, mon cher Greg, parce que ce sujet, on pourra en parler des heures, des jours, des années. Et on aura l'occasion d'en venir dessus. On va enchaîner avec une news bien triste. Le 28 octobre de cette année s'est éteint Matthew Perry, le Chandler Bing
donc de Friends, décédé à l'âge de 54 ans. Bien évidemment, vous le savez, hein, la Terre entière en a parlé, on en a parlé nous sur les réseaux sociaux, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en parler dans les vidéos news. Voilà, Matthew Perry s'est éteint. Ça m'a fait bizarre, je me suis dit, c'est le premier Friends qui nous quitte. Il y a eu des obsèques qui étaient relativement intimes, avec les Friends qui se sont montrés très discrets. Tout le casting, j'ai trouvé ça très bien d'ailleurs. Et là, il y a une succession de gens qui ont côtoyé Matthew Perry, qui rajoutent, qui font des petites anecdotes. Il y a eu plein de choses à regarder. D'ailleurs, je vous invite à regarder Matthew Perry qui raconte l'histoire où il a passé toute la soirée avec M. Night Shyamalan. L'anecdote est très très drôle. Bon, il a eu une carrière qui était extrêmement torturée, Matthew Perry, une vie aussi. En tout cas, voilà, il nous a énormément marqué en tant que Chandler. Nous, on est en plein dans la génération Friends. On a grandi avec Friends, on les a vus, je pense, toi comme moi, plusieurs fois chaque épisode. On les revoyait et voilà, Chandler n'est plus. Paix à son âme. Tu veux rajouter un truc, mon cher Greg, sur moi, plutôt que de faire démarrer les violons, Matthew Perry, c'est un acteur que j'aimais énormément. Et du coup, je vais juste vous conseiller 2 séries avec lui qui sont peut-être un peu moins connues. La première, c'est That Studio. Je te l'ai laissé. Pardon ? Je te l'ai laissé celle-là, je m'attendais à ce que tu en parles. Et du coup, je vais vous conseiller donc That Studio 60 on the Sunset Strip, qui est un nom très compliqué, mais j'ai envie de dire, il y avait Matthew Perry et Aaron Sorkin, ça fait 2 très gros noms. C'est excellent pour tous ceux qui aiment bien sont un peu curieux de la télé américaine, des shows, etc. C'est les coulisses extrêmement bien écrits. Et en fait, la série, je crois qu'il y a la guerre en Irak qui démarre dans la vraie vie, au milieu de l'écriture de la série. Et la série change un peu, prend un virage sur la responsabilité des médias quant à décrire du coup des événements. Et c'est vraiment très intéressant. Et on comprend pourquoi est-ce qu'après, il est parti sur Newsroom. Donc si vous aimez bien Aaron Sorkin, c'est une très bonne piste. La deuxième série, encore moins connue, mais plus récente, c'est la série Go On de Matthew Perry, où il joue quelqu'un qui est en train de se remettre du deuil de sa femme et qui va dans des thérapies de groupe. Alors là, vous allez dire, mais ça n'a pas l'air très marrant. Et pourtant, c'est une comédie. C'est une série comique. Alors, c'est pas aussi... comique. Vous n'allez pas exploser rire à chaque épisode. Mais par contre, il faut laisser passer 2-3 épisodes où justement, ils installent ce rythme un peu étrange, où ils sont tous avec des histoires un peu tristous. Et puis, d'un seul coup, ça y est, le groupe se met en place. Et cette nouvelle famille va se mener. Il y a et vous allez voir ce genre de série un peu comme l'humour Judas Pato, où c'est un petit peu touchant, un petit peu drôle, et vraiment le milieu de la série Go On est vraiment très chouette. Il y a beaucoup de très beaux moments et où Matthew Perry redonne un peu de sérieux dans son jeu, et il fait pas que de l'humour. Voilà, et du coup ça, j'avais trouvé ça très chouette. Mon cher Kair. Ouais, je vais enchaîner avec d'autres news, mon cher Greg. Vous allez voir, je vais parler de plein de trucs liés aux séries et au renouvellement et aux dates et aux diffusions, etc. C'est parti. Juste, attends, je me permets parce que je sais que tu aimes beaucoup Matthew Perry et tu aimes bien le sport. Il y avait une série, si je ne me trompe pas, c'est Mr. Sunshine, qui était une série qui a été annulée hyper vite, où Matthew Perry est une espèce de directeur sportif d'un grand club de sport, du coup, et le mélange des deux est assez sympa. Voilà. La série a été très vite annulée, elle n'a pas trouvé son public, mais il y a quelques épisodes sympas. Si vous devez regarder quelque chose, That Studio 60 on the Sunset Strip, ou sinon, effectivement, du coup, Go On en fonction de votre mood du moment. Et je rajouterais que, parce que Greg n'a pas assez insisté dessus, mais la série imprononçable Sunset Street, là, d'Aaron Sorkin avec Matthew Perry, ça fait des années que tu m'en dis énormément de bien. Donc, je vous la conseille aussi chaudement,
parce que c'est vraiment une des séries doudou de Greg, et donc comme il en a pas non plus 36 parce que c'est quelqu'un de qualité et qui choisit ses séries doudou avec beaucoup de réflexion. Sauter dessus à ce que fait Aaron Sorkin, c'est brillant, et il avait fait à la Maison Blanche, qui est une de tes séries préférées et une de mes séries préférées aussi, mon cher Greg. Exceptionnel. Donc là on est dans du très très haut niveau en termes de séries. Et j'ai même envie de dire, là en ce moment on est en train de dire ce que nous on préfère de Matthew Perry, mais qu'est-ce que Matthew Perry préférait de ses productions. Lui, il avait dit il n'y a pas très longtemps que ce qu'il avait préféré de toute sa carrière, c'était... hors Friends évidemment, c'était Coup de foudre et conséquences, un film de 97 avec Salma Hayek. Je ne l'ai pas vu, mais du coup, je me suis dit que j'allais le regarder dans quelques jours. Voilà. Bon, bah alors du coup, je passe sur ces fameuses news séries, mon cher Greg, et on va commencer par C'est fini. C'est fini quoi ? Bah, c'est Capri. Mais c'est aussi l'attaque des Titans, le 4 novembre. C'était le dernier épisode de l'attaque des Titans. Une bien belle aventure. On l'a couverte beaucoup, cette série... sur la chaîne, alors pas la fin, et on a découvert nous la fin. Alors nous on l'a découvert en manga bien sûr, parce qu'on était pressés, cette fin extrêmement marquante avec Eren Yeager qui se réveille dans son lit, qui se rend compte qu'il rêvait et qu'il n'y avait jamais eu de mur et de titans. Moi ça m'a bouleversé. Donc voilà, l'attaque des Titans c'est fini. Et c'était une plaisanterie évidemment. Mais je voulais que la team premier degré disent quoi, mais tu nous as spoilé l'attaque des Titans. Moi j'attendais d'avoir encore une dizaine d'années avant de me lancer dedans. Je suis déçu. Bon, bref, c'est pas ça la fin, bien évidemment. Le 10 novembre, c'est un jour qu'il ne faudra pas rater. Pourquoi ? Parce que c'est la reprise d'une des meilleures séries actuelles. C'est For All Mankind sur Apple TV+, qui reprend pour sa saison 4. L'actrice Jodie Balfour sera un peu plus en retrait que dans les précédentes saisons. Si vous avez vu la série, elle était excellente dans les saisons précédentes, donc c'est un petit peu dommage. Mais c'est une série de très très grande qualité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une uchronie spatiale, j'ai envie de dire. L'idée c'est quoi ? C'est que ce ne sont pas les Américains qui ont mis les pieds en premier sur la Lune, mais les Russes. Et du coup, Russie, Chine, États-Unis se lancent dans une véritable course pour conquérir l'espace. Et la conquête de l'espace prend une place majeure dans l'histoire humaine, bien plus qu'elle ne l'est actuellement. Et la série est vraiment, vraiment brillante. Et je pense, j'ai déjà dit, mais je le redis, la fin de la saison 2, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu en série de la décennie. Voilà, et autre série hyper quali qui vient d'être renouvelée officiellement, même si ça n'est pas une surprise, c'est The Bear avec Jeremy Allen White, qu'on voit partout en ce moment. Et Jeremy Allen White donc reprendra son rôle dans la série, donc The Bear sur Hulu aux US, Disney+ en France. Et sachez que Ayo Edebiri, qui joue Sydney, donc au deuxième rôle majeur de la série, va réaliser plusieurs épisodes de cette saison. J'adore cette actrice, donc je suis très content. Sachez aussi que tu en parleras. Est-ce que tu parleras d'Hulu et de Disney ? Non. Enfin, très vite. Pour vous dire que Disney a sorti le chéquier pour acheter l'entièreté des parts de Hulu et donc va posséder entièrement Hulu. Ce qui fait que là, globalement, beaucoup de rumeurs disent que le contenu d'Hulu va être fusionné avec Disney+ aux États-Unis. C'est déjà le cas en France. Avec Disney Star, donc qui est inclus dans votre abonnement Disney+. Et puisque je parle de Disney, sachez que vous vous rappelez peut-être que Hulu justement avait relancé Futurama 10 ans après la fin de la série animée de Matt Groening, avec Bender, Fry, Lila, etc. Il y avait eu une saison. Ça a l'air visiblement de bien avoir marché puisque Hulu et Disney donc ont commandé 3 nouvelles saisons. Il y aura donc au minimum 14 saisons de Futurama. Et puisque je parle de Matt Groening, The Independent a lâché une info, mon cher Greg. Homer Simpson n'étranglera plus jamais Bart dans les Simpsons. Bien évidemment, c'est de la violence faite à un enfant. Et donc, il a été décidé par Matt Groening et la prod, visiblement, que cette séquence-là, qui arrivait souvent, n'apparaîtra plus jamais à l'écran. Alors, ils vont pas couper les saisons précédentes. Je parle bien évidemment des saisons qui vont suivre. Rappelons que les Simpsons, c'est plus de 30 saisons. Voilà, mon cher Greg, à toi. Alors, je vais enchaîner également avec des petites news. Certaines m'ont fait sourire, d'autres, c'est juste pour que vous ayez l'info. La première, c'était, tu sais, Nicolas Cage qui apparaît à la fin de The Flash dans une petite scène, a été interviewé.
Et il a dit que la scène dans laquelle on voit donc Nicolas Cage qui joue Superman comme l'aurait rêvé Tim Burton était face à une araignée géante, eh bien Tim Burton dit qu'il était très surpris de voir cette scène parce que lui, c'est pas du tout ce qu'il avait joué. Et du coup, en gros, ce qu'il a expliqué, c'est qu'en fait, lui, on lui a dit, bah, tu vas regarder le multivers qui se détruit devant tes yeux. Et on va te de-edger, etc. Et en fait, ils l'ont pas seulement de-edger, ils l'ont de-edger, ils ont ensuite changé un peu ses expressions. Et le choix de la photo. Et ils lui ont... Ah, c'est Nicolas Cage aujourd'hui. Hein. Et ils lui ont... Daniel, elle a dû s'embrouiller avec Nicolas Cage un jour. Elle s'est dit, toi mon gars, prochaine fois qu'on parle de toi dans Cult & Click, t'as la pire photo de... Vas-y. Et du coup, eh bien, Nicolas Cage, bah, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que là, on en a un point, on parlait des IA, etc., des studios. En gros, ils ont juste signé Nicolas Cage, ils l'ont fait venir histoire de dire, mais le mec, il joue même pas dans la scène dans laquelle il est, quoi. C'est incroyable. Bref, donc j'ai trouvé ça cocasse et assez révélateur de ces fameuses discussions autour de la grève. Deuxième info, il y a pas mal de personnes dans le monde de la vidéo qui ont dit « Oh là là, la dernière conférence Apple a été filmée avec un iPhone !» Et du coup, pas mal de gens se demandaient comment. Alors, il y a deux choses. L'iPhone, du coup, donc ils ont utilisé tout simplement l'application Blackmagic, voilà, qui est de plus en plus utilisée pour les gens qui filment avec des iPhones. Et également, ils ont mis du petit matériel pour déplacer les caméras et tout, qui valait plusieurs centaines de milliers de dollars. Ça sera un petit peu moins facile de l'avoir pour vos vacances. Mais voilà, puisqu'il y a pas mal de gens qui m'avaient posé la question de qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme app. J'enquille avec un petit truc, c'est Hunger Games, tu sais, le préquel qui est au théâtre le 17 novembre, a pas mal de reviews et visiblement les reviews sont pour l'instant très bonnes. Elles sont de bonnes à très bonnes et notamment tout le monde saluerait le jeu des acteurs qui serait étonnamment bluffant. Donc voilà, il faut pas le... Et alors, l'actrice c'est Rachel Zegler, dont je parle dans une news un petit peu plus tard, puisque c'est aussi qui avait joué dans... Voilà, qui va jouer dans Blanche-Neige et qui avait joué dans le West Side Story de Spielberg et qu'on a vu également dans Shazam récemment. Dans Shazam 2, elle était très bien aussi dans Shazam, c'est une excellente actrice. Et le truc sur le Hunger Games, mon chagrin, que je voulais dire, voilà, j'ai retrouvé mes pensées, c'est que la prod a signé un accord avec SAG-AFTRA pour pouvoir avoir une avant-première en présence des acteurs, donc que les acteurs puissent faire la promo du film. Voilà. Très bien. Et j'enchaîne avec une dernière petite news avant de passer à toi. Il y a eu d'énormes annonces. Godzilla -1, donc la version japonaise de Godzilla qui sort au cinéma en ce moment, eh bien, aurait été un carton au box-office japonais. Alors, je suis allé vérifier un tout petit peu plus. Et en fait, c'est effectivement un carton en IMAX. Et donc, en fait, c'est la plus grosse sortie IMAX japonaise. On parle de 49 salles et de 1,2 million de dollars. C'est cool, mais c'est pas forcément le plus gros carton de l'histoire du Japon. On ne parle que de 49 salles et que des salles IMAX. Mais il a des bonnes reviews. Donc si vous aimez bien les kaiju, comme des personnes qui sont sur Cult & Click avec moi, eh bien n'hésitez pas à peut-être aller voir ce film. Ouais, moi j'ai hâte de le voir. Et la série Monarch qui sort sur Apple TV+, donc avec le fils et le père Russell, donc Kurt Russell et son fils. Pareil, premières reviews sont excellentes. Elles sont donc sur l'univers de Skull Island. Et donc de Godzilla également, puisqu'on voit Godzilla dans la série. Moi, je vais enchaîner pour une autre nouvelle triste, mon cher Greg. Et tu te rappelles du pouvoir de l'amour de Supergirl? Je n'ai pas besoin de m'en souvenir parce que je lis tous les jours. Il est toujours là. Il est toujours là. De Arrow, de Flash... et d'autres séries, et ben c'est terminé. L'aventure DC Comics et The CW prend fin avec l'annonce, alors cette fois sur une série de meilleure qualité, qui est Superman and Lois. La saison 4, ça sera la dernière, et vraiment, c'est histoire de dire aux fans, on vous l'a fait, hein. Mais alors, on vous l'a fait au minimum syndical. Donc ils ont cut une grande partie du casting, et il y a que 10 épisodes. Et à mon avis, il faut pas s'attendre à des effets spéciaux de ouf.
Genre si Superman il vole une fois dans la saison, c'est bien. Mais en tout cas, ça marquera à la fin. Alors là, je le disais en rigolant, bien évidemment, le pouvoir de l'amour, Supergirl et tout. C'est indéniable quand même que sur la dizaine d'années là qu'on vient de vivre, les séries The CW d'ici ont quand même fait partie du paysage télévisuel américain. Et c'est une page qui se tourne, et c'est la preuve que James Gunn continue de faire le ménage. Rappelons qu'il a viré également Titans, qu'il a viré Doom Patrol, donc ça c'est dommage pour Doom Patrol. Pour Titans, en ayant vu la dernière saison, franchement, merci James Gunn de l'avoir annulé. Quand on voit la qualité de Titans au début, et ce que la série est devenue, mon cher Greg, franchement, tu hallucinerais. Et le départ de Okedo a fait beaucoup de mal à la série d'ailleurs. Donc voilà, Superman et Lois, c'est terminé, c'est diffusé en 2024. Ce qui revient, par contre, mon cher Greg, là tu vas être content, c'est House of the Dragon. Le premier spin-off officiellement sorti de Game of Thrones revient pour ça à saison 2 en 2024. C'est Casey Boys, le big boss de HBO, qui a donné l'info, qui a confirmé cela. Alors, c'est officiel, mais on ne sait pas encore quand. Précisément, c'est diffusé cet été aux États-Unis. On n'a pas de date précise et on ne sait pas où ça va être diffusé en France. Et c'est là tout l'enjeu, puisque je vous rappelle que la plateforme Max, donc qui est l'ancienne HBO Max, qui est la très grosse plateforme de la Warner, avec tout le contenu de HBO, mais aussi les chaînes possédées par la Warner, sort en France en 2024. Les rumeurs, c'est quoi ? C'est qu'elle sortirait juste avant les JO. Pourquoi ? On l'a déjà dit sur la chaîne. C'est parce que Eurosport, possédant la diffusion d'épreuves des Jeux Olympiques, eh ben, ça permettrait d'avoir une visibilité très grosse pour la plateforme et donc de potentiellement des abonnés. On peut imaginer que la diffusion de House of the Dragon corresponde à peu près à ce niveau-là, à ce créneau-là, on va dire. Et si c'est avant, on peut imaginer aussi que Max va garder la série pour la diffusion pour le lancement de sa plateforme, ce qui serait cohérent. On ne sait pas si ça va être dans le Pass Warner, on ne sait pas ce que va devenir le Pass Warner. Bon, il va disparaître, mais en tout cas pour House of the Dragon, on n'en sait pas plus. Pour la saison 2, rappelons qu'elle est plus courte que les saisons précédentes, 8 épisodes seulement. L'idée, c'est d'avoir un rythme plus péchu, a expliqué Casey Boys, qui est pas trop de longueur. Il a donné également d'autres informations sur GOT. Il a dit que le tournage du spin-off donc sur Dunk et Egg, donc le chevalier errant, allait commencer au printemps 2024. Donc là, on est plutôt bien. Il y aura du retard si la grève des acteurs se poursuit. Mais logiquement, tout est prévu pour donc le printemps 2024. Et sachez également que la saison 2 de The Last of Us devrait commencer son tournage au début de l'année prochaine, donc 2024, et que la diffusion est toujours prévue pour l'année 2025. Donc il faut être patient pour la suite de The Last of Us. À toi, mon cher Greg. Alors, c'est peut-être pas ma news de la semaine, mais c'est une news qui me plaît beaucoup, et en plus, qui est une vieille news. Ici, on vous fait de la news réchauffée. On est premier sur la news périmée. Du coup, eh bien, c'est news de juillet qu'on n'avait pas couvert pendant la période estivale. On était sur d'autres gros projets. Juillet 2023. Pardon ? C'est juillet 2023. Juillet 2023, ouais. On n'est pas, je suis pas encore allé encore plus loin dans mon dossier au brouillon et la corbeille de l'ordinateur. Mais en fait, il y a Greta Gerwig, dont j'ai sans doute massacré le nom. Greta, si tu nous écoutes, des bisous et vraiment désolé. Que vous connaissez notamment parce que c'est la réalisatrice de Barbie et aussi de Lady Bird et les filles du Dr March. Et en fait, donc, Greta, pour ne pas tuer son nom. C'est une actrice aussi, hein. Oui, elle était actrice à la base et maintenant elle est surtout connue pour sa réalisation et surtout parce qu'elle a pris le box-office et elle a fait cling 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 avec du coup Barbie. Et en fait le truc c'est que eh bien en 2024 il y a c'était annoncé qu'elle allait bosser sur Narnia, sur 2 films Narnia pour Netflix. Évidemment, suite au succès intersidéral de Barbie, Netflix a du coup reconfirmé, etc. Et maintenant, ils ont annoncé que la production commencerait en 2024. Alors, moi, je suis pas j'ai pas lu les bouquins Narnia, j'ai juste vu les films. Du coup, effectivement, pour moi, si on me dit Narnia, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu vraiment la version suédée du Seigneur des Anneaux.
avec les cartons et tout. Mais le truc, c'est qu'à côté de ça, c'est vrai que je me dis, si une réalisatrice arrive, en plus c'est une réalisatrice qui a globalement fait des films de manière un peu indépendante dans sa création, qui arrive avec des fonds hyper vénères parce que Netflix ils se disent oh, elle a fait Barbie, elle va tout nous péter, il peut y avoir une espèce de croisement qui pourrait faire que ça pourrait être oufissime. Elle a jamais fait de l'épique, donc restons tranquilles. Mais j'ai envie de dire que c'est vrai qu'il y a un petit côté, annonce où avant d'avoir vu Le Seigneur des Anneaux, on apprend que Peter Jackson va s'occuper du Seigneur des Anneaux. Personne ne le voit vraiment pour le faire. Et donc là, il y a quelque chose. Moi, je voulais pas. Alors, c'est annoncé depuis juillet, mais la production est confirmée en 2024 que depuis cette semaine. Voilà. On verra. Alors, je suis pas en train de... Attention, calmons-nous, je suis pas en train de dire qu'elle va le produire Le Seigneur des Anneaux, mais dans les projets un peu épiques, Heroic Fantasy, ça pourrait être très stylé. Moi, je sais que ça me chauffe. Kerr, est-ce que ça te chauffe ? Je suis content de revoir une réadaptation de Narnia, qui sera forcément différente des films. J'avais trouvé le premier film très chouette, et je me rappelle surtout que la musique du premier film était particulièrement réussie. Voilà. Bon, j'enchaîne par ma news un peu plus importante, enfin une prédiction. Je vois à l'avenir, des prévisions budgétaires. Alors, dans une vidéo sur Marvel, on avait un peu découpé son budget. Et ben là, c'est Blanche-Neige qui s'y colle. Blanche-Neige, il est annoncé que c'est un film d'un budget de 209 millions de dollars d'après Collider. Et encore une fois, sur les 209 millions de dollars, il y a un système de retour de taxes qui fait que l'État anglais déduit du budget, ou en tout cas rend 41 millions de dollars. Ce qui est incroyable. C'est-à-dire qu'en 2 films, l'Angleterre a donné 90 millions de dollars du coup à Disney. Bon, c'est intersidéral. Tant mieux ce qu'ils font avec leur argent. Mais du coup, alors ils leur donnent pas, c'est un retour de taxe. Bon, très bien. Enfin, c'est un effort que tous les pays n'ont pas envie de faire. Et du coup, les prédictions pour Disney, Blanche-Neige, pareil. Sur les attentes, etc., ça a l'air d'être un peu la cata. Et du coup, la prévision, il faudrait que le film atteigne les 400 millions de dollars au cinéma pour être rentable. Et visiblement, ça va de nouveau pas le faire du tout. Alors attention, on reprécise, c'est parce qu'il y a eu 1 ou 2 commentaires la semaine dernière, c'est 400 millions pour que le film soit rentable en toute fin de carrière, c'est-à-dire cinéma, vente de droits VOD, vente de droits télé, etc. On reprécise. Et 400 millions, franchement, moi, je suis pas inquiet. Là, pour l'instant, de Blanche-Neige, on n'a rien vu. Pas de trailer, rien. Il y a juste des gens qui se déchaînent sur des pseudo-images de tournage. Attendons de voir ce que ça donne. Non, il y a une image avec les nains, là. Oui, mais enfin, elle est pas de bonne qualité. On n'a pas de trailer, le film est pas là. Il est pas prêt de sortir. Enfin, on a le temps de voir arriver les choses. Moi, alors, si le film est bon, aucun problème. La qualité réussit à percer, surtout avec la machine de guerre Disney à la communication. Mais le truc, c'est que pour l'instant, les 400 millions, c'est pas parti. Et donc... tu sais, Blanche-Neige, il y a une histoire particulière avec les Américains. Hein. Blanche-Neige, c'est le premier film animé, le premier long métrage à être sorti au cinéma. C'est un des plus gros succès de l'histoire du cinéma si on regarde le nombre d'entrées. Il y a eu une flopée d'Oscars pour Walt Disney. Il a même eu un Oscar particulier. Il y a une vraie histoire entre Blanche-Neige et les Américains. C'est pas dit que les Américains boudent en masse le film et qu'il y aura plein de familles, de mamans qui emmèneront leurs enfants, etc. à voir le film. Moi, je suis pas inquiet pour les 400 millions. Hein. Franchement, c'est 400 millions au niveau mondial. La petite sirène l'a fait avec des mauvaises critiques. Hein. Et le Roi Lion, il était à 1,4 milliard. Hein. Ouais, mais ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt sur une pente descendante. Donc on verra. Écoute, pour l'instant, les prévisions des analystes semblent dire que ça va pas le faire, mais effectivement, comme tu le rappelles, tout est possible.
J'enquille avec une news suivante, c'est du coup notre ami Kevin Mayer. Alors, qui est Kevin Mayer ? C'est un des anciens directeurs sous-fifre, comme vous préférez, de Bob Iger, donc le patron de Disney, qui a créé, quand Bob Iger est parti, qui a été remplacé par Bob Chapek à la direction de Disney, qui est parti créer sa société. Bob Iger revient, c'est un beau bordel en ce moment. Et du coup, Bob Iger a embauché la société de Mayer. Et vous allez me dire, tout ça, c'est super, mais on s'en fout un peu. Attendez. Et en fait, donc, ce Mayer a été embauché. Donc lui, son dossier, c'est surtout ce qu'on appelle les chaînes linéaires, c'est-à-dire les chaînes Disney Channel, ESPN, etc. Et visiblement, du coup, il a donné des interviews en ce moment sur, du coup, pourquoi est-ce qu'il travaillait, en quoi est-ce qu'il faisait du consulting pour Disney. Et en fait, ce qui est un petit peu... Alors, je ne sais pas si c'est flippant ou pas. Moi, je regarde... Ma télé n'est même plus connectée à la télé. Elle n'est connectée qu'au streaming. Le truc, c'est que il annonce il dit, voilà, bon, c'est Bob Iger qui décide et tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur les chaînes de télé que possède Disney un peu partout. Il serait peut-être intéressant pour Disney de vendre une partie de la propriété de ces chaînes pour qu'il y ait des groupes qui puissent gérer, etc. Un petit peu comme si Disney dit, on a mis le paquet sur Hulu, on a mis le paquet sur le streaming, et du coup, les chaînes, on va gentiment se barrer de cette économie, ce qui me surprend beaucoup, puisque du coup, il y avait depuis quelques mois un espèce de retour en arrière avec les chaînes sont des cash machines quand il y a des contenus qui marchent, etc. Et les plateformes de streaming, ça perd de l'argent. Et là, visiblement, le discours est inverse. Il est de dire, on continue sur le streaming, on se désinvestit des chaînes. Il y a quelques exceptions, et notamment pour ESPN, pour ceux qui aiment beaucoup le sport. Visiblement, l'idée est d'avoir vraiment un ESPN encore plus fort, donc c'est leur chaîne sport là-bas, et d'avoir vraiment, pour le coup, l'inverse. Le streaming, c'est du contenu additionnel. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment la sensation que c'est à coût de dizaines de milliards, mais que en gros on y va à tâtons. Est-ce que c'est déjà mort les chaînes de télé ? Ah non, ça bouge. Attends, on revient. Celle-là, elle a l'air d'être vraiment mal en point, quoi. On se barre. Donc c'est assez étonnant. Je suppose que ça doit être assez déstabilisant pour le marché américain, même pour les gens qui regardent le streaming où d'un seul coup il y a moins de films qui les intéressent. Ça passe en télé, puis après ça passe de la télé. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on est très gros qu'on n'est pas aussi dans le doute. Surtout que Disney possède une des 4 plus grosses chaînes américaines, qui est ABC, et accessoirement ils ne possèdent pas la Fox. Ils ont racheté la Fox, mais ça a exclué la chaîne télé, la Fox. Donc ça, Disney l'a pas. Ils n'ont pas 2 des 4 grosses chaînes linéaires américaines. Mais oui, ça fait un petit moment qu'on entend que Disney envisage de se débarrasser de la télé comme si c'était complètement terminé. J'ai des doutes aussi quand on voit les audiences quand même que font encore les chaînes. Voilà. Bon, moi je vais vous parler d'un autre carton aux US. C'est Yellowstone. Et justement, Yellowstone, ça cartonnait à la télé. Et en France, le phénomène, on est un peu passé à côté, notamment parce que Yellowstone est sur Paramount+, et qu'il n'y a pas énormément d'abonnés sur la plateforme Paramount, qui est naissante, donc il faut lui laisser le temps. Puis de toute façon, il y a trop de plateformes, vous le savez bien, ma pauvre Lucette. Et donc, Yellowstone, fin de la saison 5, on a enfin une date, c'est novembre 2024. On rappelle un peu le contexte, la saison 5 est diffusée en partie, et puis arrêt, Kevin Costner en conflit avec la prod, Kevin Costner, qui est le héros de la série, est viré. Et du coup, il y a la diffusion de la 2e saison en novembre 2024. Pour l'instant, avec ou sans Kevin Costner, nous verrons bien. Toujours est-il que dans la foulée, il y a eu 2 nouveaux spin-offs qui ont été annoncés. Il y en a déjà 3 de spin-offs de Yellowstone. Il y a eu 1883 qui est excellent, que je vous conseille très chaudement. 1923 avec Harrison Ford et Helen Mirren, là où j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans pour l'instant. Et il y a le 3e dont je parlerai juste après. Toujours est-il qu'il y a eu 2 autres spin-offs qui ont été annoncés. Il y en a un qui se déroulera en 1944. Je ne serais pas étonné qu'il l'appelle 1944. Et le second, qui est le plus intéressant à mon avis,
pourrait être un faux spin-off, fausse suite de Yellowstone, puisque ça serait un spin-off qui reprendrait juste après la fin de Yellowstone saison 5. Toujours, selon les dernières rumeurs, Matthew McConaughey aurait le rôle principal. Est-ce qu'il y aurait des acteurs de la série Yellowstone qui arriveraient dans la série, qui arriveraient dans ce spin-off? C'est possible, et moi je l'espère, notamment Cole Hauser par exemple. Il y a aussi des rumeurs de spin-off sur le ranch du Texas qu'on voit dans la saison 4 et dans la saison 5 de Yellowstone. Ouais, des spin-offs sur Yellowstone, il va y en avoir beaucoup. Et il y en a un qui vient tout juste de commencer, mon cher Greg. Ça a commencé le 5 novembre. C'est Lawman, l'histoire de Bass Reeves. Donc, qui était Bass Reeves? C'est celui qui a inspiré le personnage de Lone Ranger. C'est donc un personnage qui a réellement existé. Là, c'est évidemment une fiction sur sa vie. Avec David Oyelowo dans le rôle donc de Bass Reeves. David Oyelowo, c'est celui qui jouait Martin Luther King, notamment dans Selma, il était très bien. Dennis Quaid également au casting, Donald Sutherland, Barry Pepper, c'était le sniper dans Le Soldat Ryan, acteur que j'adore et qu'on voit pas assez. Gareth Edlund, qui était le héros de Tron Legacy, acteur cette fois dont je me fous complètement. 8 épisodes dans ce spin-off que vous pouvez retrouver en France sur Paramount+, et aux US donc pareil. Mais bon, si vous êtes en France et vous regardez aux US, c'est chaud. Voilà mon cher Greg, est-ce que je peux parler de Echo et toi de Daredevil? Parle de Echo, je ne parlerai pas de Daredevil. Ma dernière news sera autre chose. Ah bon? Eh ben, je vais vous parler d'Echo parce que Marvel a annoncé un truc très étonnant. C'est la création d'un label qui s'appelle Spotlight. Vous allez voir pourquoi c'est très étonnant. Spotlight, c'est quoi? C'est des séries du MCU qui sont un peu à part et dont Echo sera la première série. Echo, il y a d'ailleurs un trailer. Echo, c'est qui? C'est un des personnages qu'on voit dans la série Hawkeye. Notamment et Echo va avoir sa propre série, ça on le savait, dans le label Spotlight. Le label Spotlight, c'est quoi? Ce sont des séries du MCU qui ne nécessitent pas d'avoir vu le reste du MCU pour les comprendre, pour adhérer, etc., pour avoir tous les tenants et les aboutissants de la série, pour bien vraiment comprendre la structure, les personnages, etc., les enjeux. Et voilà, et c'est super original, je trouve, que la première série qui arrive, dont on n'a pas besoin d'avoir vu le reste du MCU, ce soit un personnage qu'on a vu dans une autre série du MCU. Dans cette série, elle affrontera qui? Le Caïd, qui est un personnage qu'on a vu dans une autre série du MCU, qui venait lui-même d'une autre série de Netflix. Et également dans cette série, on va retrouver Daredevil, qui était dans une autre série du MCU, mais aussi dans une autre série du MCU, qui venait lui aussi d'une autre série de Netflix. Et sur Netflix, il a joué dans Daredevil, mais aussi dans les Defenders. C'est hyper cohérent, je trouve, de commencer avec Echo. En effet, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Vraiment, c'est merveilleux, je trouve. Et là, autre info sur Disney, sur les séries, sachez que What If, la saison 2, sortira bel et bien en fin d'année 2023. T'en penses quoi là du label Spotlight? Bah, c'est une tentative de dire nos séries. En fait, je suppose, je mets ma pièce sur le comptoir je suppose qu'ils ont commencé à regarder, à faire des tests pour dire, des appels en disant pourquoi vous regardez pas nos séries. Et les gens ont dit parce que y en a 2 déjà que j'ai pas regardé, du coup j'ai peur de rien comprendre, et qui se sont dit en fait on va juste annoncer que celle-là on peut la regarder sans avoir vu le reste. Je pense qu'il y aura forcément. C'est une méga vanne quand même. L'affiche de Echo. Tu vois le caïd derrière, en arrière-plan. Enfin, c'est littéralement, mais en termes de méta, c'est incroyable de se dire qu'elle va croiser Daredevil, qu'on a vu dans She-Hulk, qu'on a vu dans qu'ils ont annoncé Hawkeye, que Echo est l'introduction de la série Daredevil. Donc là, on est. Oui, en plus, oui, bien sûr. Il y avait le caïd, enfin, au secours, quoi. Mais en fait, ils sont juste en train de verbaliser le fait de dire vous n'avez pas besoin de regarder tout avant. Ok, il y a peut-être des trucs que tu vas laisser passer à par-ci par-là. On n'avait pas besoin de regarder tout le MCU pour comprendre Moon Knight. C'est aussi vrai.
Oui. Et alors, est-ce que ça veut pas dire aussi, mon cher Greg, que ce sont des personnages dans ces séries-là qu'on ne verra pas au cinéma? Moi, je crois. Je crois aussi. T'es sûr pour Daredevil ou tu veux pas que je dise juste la petite info? Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, le Daredevil Born Again, on vous avait dit que ça avait reboot, parce qu'ils n'étaient pas contents du tout du travail qui avait été fait sur la nouvelle série Daredevil. Et ben, le nouveau showrunner, la série, c'est l'ancien showrunner de The Punisher, la série Netflix. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, mon cher Greg, à toi. Eh bien, une toute petite news, mais une news qui, à mon avis, va faire des petits pour l'avenir. Vous vous souvenez qu'on avait dit, mais c'est quoi l'intérêt de ces IA de posséder les droits de tous les acteurs et tout et tout. Et on avait dit, mais le rêve des streamers, c'est de dire, vous êtes sur votre canapé, tu dis, moi j'ai envie de regarder un film, un thriller à la Seven, avec un acteur qui ressemble plus ou moins à Brad Pitt et qui parle à un mec qui ressemble à Kerr. Et le truc, c'est que vous attendez quelques instants, pouf, ça vous génère le film, vous mettez le film en favori et tout. Et donc ça, c'est un peu le rêve absolu. Parce que du coup, vous avez besoin de plus rien tourner, les IA ont tout fait pour vous et tout. Et en fait, les premiers... tout le monde se disait, ça, c'est dans 30 ans. Et en fait, il y a des outils d'IA qui sont en train d'apparaître. Donc, il y en a notamment un qui s'appelle Video Crafter. Et je te laisse mettre l'image, ma chère Daniel. Et en fait, l'idée, c'est que vous uploadez une photo et vous marquez un prompt. Vous dites je voudrais que ce cheval soit en train de se cabrer. Je voudrais qu'il devienne bleu. Et du coup, l'IA vous génère quelques images. Donc, au bout de quelques instants, parfois c'est moins d'une seconde, parfois c'est quelques secondes, elle va réussir à vous générer ça. Alors, les images sont surflippantes, surtout quand c'est des visages humains, on a l'impression que c'est des cadavres. Mais voilà, on est en 2023 et petit à petit, c'est en train d'arriver. Est-ce que toi, ça t'inspire, mon cher Kerr, ou ça t'inspire pas trop? Je suis surtout très étonné que des gens aient envie de demander à leur plateforme de faire un film à la Seven avec Brad Pitt et avec moi. Enfin, je veux dire, je suis nettement mieux que Brad Pitt. Donc pourquoi s'encombrer de Brad Pitt? Oui, écoute, on en avait déjà parlé aussi dans la vidéo des IA, ça, moi, je trouve que c'est dingue. Mais on avait parlé de la possibilité, là, c'est... Oui, non, mais bien évidemment, j'ai compris la nuance. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder ce qu'a dit Alexandre Astier dans le Hot One, c'est ça le truc avec le piment là, avec Kian. Il parle de l'IA et il dit des trucs sur l'IA. Je vous laisserai regarder. Moi, j'ai deux petites news pour finir. J'ai une news, tiens, c'est chelou, et une news, tiens, c'est what the fuck. La news, tiens, c'est chelou. PlayStation a annoncé que vous ne pourrez plus partager vos contenus PlayStation 4, PlayStation 5 sur Twitter. Ils vont enlever la petite option pour aller sur Twitter. Pourquoi? Est-ce que c'est aussi un indice que des grosses machines et des grosses boîtes vont retirer les liens directs, tu sais, permettant de partager sur Twitter? Vous pourrez plus partager, vos hauts faits, je sais pas moi, dans God of War, Uncharted et compagnie, vos magnifiques screenshots. Sur Twitter, il y aura plus le bouton d'intégration. Et ça, c'est effectif le 13 novembre. Ça, c'était la news, tiens. Et ça, maintenant, voici la news. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est les fans de Zack Snyder qui vont m'en vouloir. Et je sais que les fans de Zack Snyder sont loin d'être faciles, puisque dès qu'on dit Superman, ils disent Snyder Cut, Snyder Cut, Snyder Cut. Donc là, je vais parler de Zack Snyder, mais vraiment, ne me tapez pas. Zack Snyder a annoncé que Rebel Moon, le film qui arrive sur Netflix, il est dans le même univers, mon cher Greg, de son film de zombies Army of the Dead. Ok. Alors les deux films n'ont rien à voir. Ça se passe pas du tout au même endroit. Mais why not? Après tout, c'était peut-être pas des zombies, peut-être que c'est des extraterrestres. C'est un twist assez marrant. Alors là, si c'est ça, chapeau l'artiste. Moi, ça m'intrigue. Plus que le what the fuck, ça m'intrigue. La créature de la fin du film, elle fait quand même penser aussi à un extraterrestre. Tout à fait. Mais alors du coup, est-ce que... c'est le problème quand tu mets deux œuvres qui n'ont rien à voir dans le même univers, c'est le ton. C'est-à-dire que l'Army of the Dead est un ton très particulier. Rebel Moon n'aura pas du tout le même ton. Ça te dérange dans le MCU De quoi? Dans le MCU, ça te dérange pas? Dans le Snyderverse, ça te dérangera pas.
Bah dans le MCU, ça a eu tendance à me gonfler quand même à plusieurs reprises. C'est pas vrai. Ah là, la critique de What If avec l'épisode sur Thor, quand j'ai dit que c'était canonique et que j'étais en PLS pendant toute la vidéo, je peux te dire que quand c'est trop what the fuck comparé à ce que propose un univers... Non, c'est pas vrai. Oui, non, là, ça va pas. Là, le nom du film est en train de m'échapper, mais... Dead by Wolf ou je sais plus quoi, le truc est en noir. Ah, Werewolf by Night. C'est pas du tout dans la même ambiance. C'est très bien, tout le monde est ok. Non, mais alors là, quand je parlais d'ambiance, et je parle de côté what the fuck très surréaliste de Army of the Dead avec. Enfin, vous voyez bien où je veux en venir. Et d'ailleurs, sache mon cher Greg que Werewolf by Night est sorti alors en carte sur Marvel Snap, mais ça on s'en fout. Mais il est aussi sorti en version colorée. Et tu avais fait une remarque pertinente en disant ça n'a aucun intérêt, et notamment l'ajout de la couleur enlèvera des surprises, etc. Eh ben, tu avais 100% raison. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont sorti Werewolf by Night en couleur. Et là, ça donne des idées. Apparemment, ils veulent faire The Artist en parlant. Là, vraiment, ça va beaucoup trop loin, quoi. Bientôt, ils vont nous adapter les dessins animés en version live. Hein. À ce rythme-là, je sais pas où on va. Allez, je te laisse conclure la vidéo, mon cher Greg. Eh ben, c'était trop long. Elle a duré que 10 minutes, cette vidéo, hein, mine de rien. Ouais, elle a duré un plus d'une heure en tout cas. Du coup, eh ben, on va se dire des bisous. Merci si vous êtes avec nous encore et éveillés. C'est sans doute que vous n'arrivez pas à changer de vidéo avec votre téléphone. On vous souhaite une bonne réparation de téléphone. On vous souhaite tous les pleins de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bon, de toutes les manières, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il faut vous abonner, je pense, si vous ne l'êtes pas déjà. N'hésitez pas à réagir en commentaire, comme l'a dit Ker et moi-même. On réagit régulièrement en vidéo sur vos commentaires. Des bisous, à très vite, ciao, et merci à tous les tipeurs qui permettent au record de ce soir d'avoir lieu. Ciao, ciao.